Bonsoir, j'ai failli être distrait dans la préparation du 4e débat des Européennes qui opposera ce soir Bernard Kouchner à Philippe de Villiers. Bonsoir messieurs. Bonsoir. J'ai failli être distrait parce que je ne voulais pas manquer le superbe match de tennis que Marie Pierce a offert aux téléspectateurs de France 2 cet après-midi à Roland-Garros. La Française s'est qualifiée pour la finale du tournoi en battant Steffi Graf, numéro 1 mondial, et c'est la première fois depuis 1967, depuis Françoise Dürr, qu'une Française jouera en finale de ce tournoi. Avant de retrouver Marie Pierce en direct de Roland-Garros, suivons les images et le résumé du match avec François Brabant. Ça fait déjà 13 jours qu'elle y croit et seulement 13 secondes que ça lui paraît incroyable. Marie Pierce a gagné, Marie Pierce est en finale de Roland-Garros, Madame Pierce-Mère en est toute retournée, Steffi Graf aussi. Cette demi-finale, ça devait être un souffle d'air frais sur le tennis féminin, mais dès le début, c'est une véritable tempête. « 3-0, puis 5-2, Marie Pierce n'a pas l'air tendue, sa première balle de 7 est la bonne. Mais une autre tempête plus humide, celle-là s'en mêle. Au plus mauvais moment, pense-t-on, Marie mène alors 3-2, son élan est coupé, pas pour longtemps. Car la pluie n'a rien changé. Marie est concentrée, Steffi est débordée. Pas le temps pour Steffi Graf de laisser passer l'orage. En 1h17 seulement et une seule balle de match, il l'emporte. 6-2, Marie la Française sort la tenante du titre. Maintenant, il faut lui succéder samedi en gagnant la finale. Bonsoir Marie Pierce. Bonsoir. Et bravo. Merci beaucoup. Félicitations au nom de toute la rédaction de France 2. Vous avez fait un superbe match. Merci. Je ne sais pas si vous le savez, mais Steffi Graf vous rend un très bel hommage. Elle vient de dire que vous avez fait des coups incroyables. Je reprends son terme. Alors c'est quoi ces coups incroyables? Bon, aujourd'hui c'est vrai que j'ai très bien joué. Je sentais vraiment bien physiquement et mentalement. J'étais très calme aussi. Ça c'est beaucoup d'importance pour moi de rester calme. J'ai joué très profond et comme ça Steffi n'avait pas de chance de m'attaquer. Et vous avez réussi à faire douter le numéro 1 mondial. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai entré sur le terrain en pensant que j'avais des chances de gagner. Il faut toujours que je pense comme ça. Et je savais que Steffi était un petit peu crispée, mais je suis très bien joué. Avant de poursuivre Marie Pierce, je voudrais vous faire écouter des réactions de champions ou de spécialistes qui apprécient votre performance et qui ont été recueillis par Christophe Tortora. Écoutons ensemble. Il a très bien joué et pour vraiment battre Steffi Graf, qui est quand même la numéro 1 mondiale et qui a l'expérience du Grand Chelem, je trouve qu'elle a remarquablement joué. Et je pense qu'elle a toutes ses chances pour gagner la finale contre Sanchez. Ça sera peut-être plus dur parce que Sanchez c'est un jeu plus difficile. Elle tape moins la balle, mais la façon dont elle vraiment a joué aujourd'hui, si elle joue comme ça, je vois pas qui c'est qui peut lui résister. Je suis vraiment très content, très heureuse pour elle. Elle a un jeu, franchement, je me suis vraiment beaucoup plus éclaté en regardant jouer les femmes aujourd'hui qu'en regardant les hommes, je peux vous dire. Mais écoutez, je crois que ça faisait 2 ans qu'on savait qu'on avait une grande championne. Je l'ai souvent dit, j'y croyais complètement. Et aujourd'hui, je crois qu'on a plus qu'une grande championne, on a peut-être la future numéro 1 mondiale. Yes. C'est sympa pour le tennis français, il faut changer un petit peu. Peut-être qu'il a dominé tout le temps, il faut quelqu'un de nouveau peut-être. Vous croyez qu'elle a ses chances en finale? Oui, certains ont les chances, mais c'est pas gagné, hein, parce que Sanchez, elle sait jouer sur la terre battue. Marie Pierce, bon, on voit votre bonheur en écoutant ces réactions. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai réussi à garder mon calme. Est-ce que vous allez réussir à le garder en écoutant comme ça tous ces compliments, tous ces éloges qui tombent sur vous? Oui, bien sûr, je pense, parce que j'essaie de ne pas prendre les choses trop sérieusement et quand j'entre sur le terrain samedi, je ne vais pas penser que je joue une finale de Grand Chelem ici à Roland-Garros et que je joue contre Sanchez. Alors je vais juste essayer de rester concentré et de jouer mon jeu en attaquant. Logiquement, quand on bat le numéro 1 mondial, on bat tous les autres. Mais enfin, la logique en tennis. Normalement, oui, ça doit passer comme ça, mais c'est pas toujours comme ça en tennis, on ne sait jamais. Steffi Graf a dit que vous jouez encore plus vite que Monica Seles quand elle jouait avant ce malheureux accident. Ah ouais.
Oui, je ne savais pas. Ben voilà, je vous l'apprends. Ouais. Marie Pierce, depuis quelques jours, on vous présente chaque soir aux téléspectateurs français qui commencent à vous connaître. Bon, on le voit à travers votre nom. Moi, je dis toujours la française, mais vous avez un nom un peu américain. Enfin bon, il y a Marie Pierce, il y a Marie, un nom un peu américain. Vous êtes plus française ou plus américaine? Ah, ça, c'est une très très bonne question. C'est difficile à dire si je suis française ou américaine parce que bon, c'est vrai que je passe moitié mon temps moitié ici en France, à Paris, et aussi en Floride où je m'entraîne. Alors, c'est difficile à dire si je sens plus française ou plus américaine, mais c'est sûr que je sens très à l'aise quand je suis ici en France. Vous avez quel âge? J'ai 19 ans. Et samedi, vous jouerez officiellement au nom de la France. Oui, bien sûr. Si c'est votre victoire, c'est une victoire de la France. Oui, j'espère. Merci Marie Pierce et bon courage pour samedi. Merci. Merci. Mais qui est donc ce mystérieux repreneur de l'OM? On connaît son prénom, Ghislain, on connaît son nom, Gingras, son accent charmant, on sait qu'il est du Canada. Et il dit avoir l'argent nécessaire pour récupérer l'OM. Mais d'où vient cet argent? Suivons l'enquête de Philippe Boisserie et Yannick Aroussi. Hier, Ghislain Gingras jouait le rôle du repreneur miracle, prêt à investir 86 millions de francs dans l'Olympique de Marseille. Nous avons joint au téléphone au Canada le comptable de ces sociétés. La réalité est un petit peu différente. Monsieur Gingras n'a pas d'employés comme tel. Il travaille avec des consultants externes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de production. Il n'y a pas de production comme telle présentement. Donc le chiffre d'affaires est quasiment inexistant. Au moment où on se parle, non, il n'y a pas de chiffre d'affaires comme tel. Vous trouvez l'argent où, puisque vous n'avez pas d'argent pour l'instant? Bon, disons que ça fait partie de nos négociations avec tous nos commanditaires européens. Donc en fait, il va y avoir des commanditaires européens qui vont investir dans Mapresol. Oui. Et ensuite, Mapresol investira dans l'Olympique de Marseille. C'est ça. Monsieur Gingras est rémunéré pour ce qu'il fait là? Oui, il se prend des sous dans sa compagnie, oui, les Carrières de Rocher-Blanc. Et il est rémunéré combien pour tout ça? Oh. C'est indiscret. Oui. Pour clore le tableau, Ghislain Gingras a déjà plaidé coupable 4 fois au Canada pour escroquerie. Quant aux mystérieux commanditaires européens, ils seraient 4. Parmi eux, Maurice Boson, présent hier à la conférence de presse. Cet hôtelier d'Annemasse le connaît bien. Il l'a accueilli dans son hôtel pendant 10 jours en mars dernier. Sa femme avait réglé par chèque, un chèque sans provision. L'hôtelier a reconnu le client indélicat en regardant la télévision. Comme par enchantement, un homme s'est présenté cet après-midi à l'hôtel pour régler la note en liquide. Mais Maurice Boson est aussi connu pour avoir embauché dans une de ses sociétés l'ancien maire d'Angoulême, Jean-Michel Boucheron, en fuite aujourd'hui en Argentine pour fausse facture. Quant à sa société actuelle, France Management Ingénierie, elle accuse un lourd passif. Aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, on commence à envisager un changement de stratégie. Nous avons présenté l'actionnaire nouveau comme un élément supplémentaire. Si cet actionnaire nouveau n'arrive pas, c'est certain que ce sera un élément à prendre en considération. Mais nous avons, par nos propres moyens, les ressources pour pouvoir continuer l'exploitation de l'entreprise de l'Olympique de Marseille. Je veux dire, ça peut être un risque pour votre crédibilité? Écoutez, quand on se trompe, oui, mais quand on se trompe de bonne foi, je ne sais pas si c'est très grave. Bernard Tapie ne s'y est d'ailleurs pas trompé. Hier, il ne voulait faire aucun commentaire sur cette affaire. Aujourd'hui, il indique qu'il avait donné pour consigne à Alain Laroche de ne divulguer le nom du repreneur que s'il était sérieux. 2 perquisitions ont été effectuées aujourd'hui par les gendarmes belges, l'une au siège parisien du groupe Schneider, l'autre au domicile du PDG, Didier Pinot-Valenciennes, toujours détenu à Bruxelles. Elles ont été effectuées l'une en présence du doyen des juges d'instruction de Paris, l'autre en présence d'un magistrat de Nanterre. La libération éventuelle du chef d'entreprise dépendra du résultat de ces perquisitions. Le professeur Schwarzenberg persiste, signe et imprime. Il tient à sa liste pour Sarajevo aux élections européennes et se maintient contre vent, marée et tempête. Jean-Baptiste Prédali, Roland Sicard. Léon Schwarzenberg est rassuré, il y a bien une liste Sarajevo après Bernard-Henri Lévy. Les plus déterminés se sont regroupés et la liste suspensive puis dégradable est devenue effective. Les médias sont toujours là, la Bosnie aussi. L'argent en partie trouvé pour imprimer les bulletins de vote. C'est une liste à l'économie, mais c'est quand même une liste. Nous, notre problème, c'est de faire modifier la politique française, celle du président de la République et du ministre des Affaires étrangères, qui sont d'accord pour mettre dans le même sac tous les belligérants, c'est-à-dire les victimes, les bosniaques, et les agresseurs, les miliciens serbes. Je pense que les abstentionnistes auront tendance à venir vers nous. Parce que justement on est différent, on ne peut pas être plus différent qu'on est d'ailleurs. Parce que la politique, c'est pas ça. On voudrait vraiment que les abstentionnistes se disent, voilà, il y a un petit souffle d'air frais. Souffle ou pas, le problème, ce sera quand même d'obtenir 5%.
Pour avoir des élus, être remboursé des frais de campagne, la liste L'Europe commence à Sarajevo recommence à Paris, loin de la Bosnie, mais au cœur des élections européennes. Le professeur Schwarzenberg sera reçu demain matin à 7h50 par Gérard Leclerc dans les 4 vérités sur France 2. Le temps nous a manqué hier pour annoncer la réforme de la justice, destinée notamment à désengorger les tribunaux, mais aussi les prisons. Le ministre Pierre Méhaignerie est lui-même inquiet. Il craint des débordements à l'approche de l'été dans les établissements pénitentiaires surpeuplés. Maryse Burgot et Raymond Chaplard ont passé une journée à la prison de Fresnes. Maison d'arrêt de Fresnes, première division, 3e étage, cellule numéro 327. 3 lits superposés, 11 mètres carrés, 3 détenus, ensemble, 24 heures sur 24. 1, 2, 3. Et alors? Et alors, c'est l'enfer. À 3. On peut pas se lever, on peut pas se lever les 3 en même temps. Même qu'on veut faire un peu de sport en cellule, c'est pas possible. Soit fait la vaisselle, soit l'autre fait un café, ou alors on prépare à manger. Il faut qu'il y en ait un constamment qui soit dans son lit, quoi. Autrement, à 3, c'est... On peut plus, quoi. On craque. La surpopulation carcérale, le mal chronique des prisons françaises. En 87, Albin Chalandon créait déjà 13 000 places supplémentaires pour désengorger les prisons. 7 ans plus tard, constat d'échec. Ici, taux d'occupation de 170%, invivable pour les uns, ingérable pour les autres. À Fresnes, on compte un surveillant par étage, un surveillant pour 100 détenus. On a plus de visiteurs qui demandent des détenus, plus d'avocats, plus de médecins, l'infirmerie, plus de tout. Les promenades, c'est pas un mec qui est dehors, c'est 100 à l'étage. Donc quand on a besoin de trouver quelqu'un, il est en promenade, il faut aller le chercher, on n'arrête pas. Allez-y, descendez. 14h30, l'heure de la promenade. Un rituel dont certains ne profitent pourtant jamais. C'est le seul moment où il peut être seul, alors chaque jour il choisit de se priver de promenade pour échapper un peu à ses co-détenus. Avec mes collègues de cellule, bon, ça me complique un peu pour faire le courrier. Ils me parlent, donc je suis interrompu, j'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire. J'aime bien m'isoler un peu. Le 1er mai dernier, la France comptait 57 400 détenus. Record historique, essentiellement dû à l'allongement des peines. Les tribunaux ne se sont jamais montrés aussi sévères. Pour désengorger les prisons, le ministre de la Justice demande donc aux magistrats de multiplier les peines de substitution. Il propose aussi un remède devenu très habituel, la création de nouvelles places de prison. L'aviation israélienne a réalisé un raid au Liban contre une base du Hezbollah dans la vallée de la Beka. Plusieurs dizaines de personnes auraient été tuées. Les soldats libanais et syriens ont riposté. 2 salves de roquettes tirées du Liban sont tombées peu après sur la ville israélienne, près de la ville israélienne de Nahariya. On ne sait pas s'il y a des victimes. Bill Clinton a débarqué en Europe, première étape Rome, où le chef de la Maison-Blanche a été reçu par le pape, avant de rencontrer Silvio Berlusconi et de lui donner son onction. Alain Chalvron. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, même avec des néofascistes dans le gouvernement italien. Non seulement en Italie, mais aussi en Pologne ou en Argentine et dans beaucoup d'autres pays, il y a des partis qui prennent leurs racines dans un passé moins démocratique. Berlusconi tend l'oreille. Et je crois que la seule approche raisonnable est de juger les gens sur ce qu'ils font. Merci Bill. La polémique est donc close. Le gouvernement Berlusconi est respectable. Clinton dînera ce soir en compagnie, entre autres, de responsables néofascistes. Tout va bien quand on est dans une si belle ville, qu'il fait beau et qu'on peut faire son jogging matinal. Il fallait en vérité une bonne mise en forme pour affronter le pape en fin de matinée. Jean-Paul II avait promis de tancer le jeune président pour sa politique familiale, notamment en faveur de l'avortement, et il le fit. Il y a de réelles divergences entre nous sur la question de la contraception et de la politique familiale. Enfin, heureusement que Rome est une si belle ville et son peuple si accueillant. Et à 4 jours des cérémonies du cinquantenaire du débarquement que France 2 vous fera vivre largement, nous sommes heureux de vous présenter ce soir avec VSD Léonard T. Schröder,
le premier Américain qui a posé le pied en Normandie en 1944 et qui l'a reposé à nouveau en 1994. Il est colonel. Il était capitaine à l'époque, il avait 25 ans. Il est resté modeste. Valérie Gaget et Jean-Marie Lequertier l'ont rencontré. Il ne l'a pas vraiment choisi et pourtant ses pieds ont été les premiers à fouler le sol d'Utah Beach. 6 juin 1944, 2 minutes exactement avant l'heure H, le capitaine Schroeder saute de la barge qui l'amène d'Angleterre. Il a de l'eau jusqu'à la taille et c'est la peur au ventre qu'il se précipite vers le rivage. Quand nous sommes arrivés, tout était parfaitement calme. Il n'y avait que les avions de l'Air Force qui bombardaient de ce côté-là. C'est tout ce qui se passait. Après, la marine est arrivée. Elle a tiré à son tour. Il n'y avait personne sur la plage, bien sûr. C'est calme, serein. Et puis d'un seul coup, tout s'est animé. Beaucoup de bruit, beaucoup de gens sont arrivés vague après vague. Saviez-vous à ce moment-là que vous étiez le premier sur la plage? Je l'ai appris au mois d'août seulement, à l'hôpital. On m'a apporté beaucoup de journaux. Ça ne m'intéressait pas le nombre d'articles qu'il pourrait y avoir. Ce que je voulais, c'était des lettres de ma femme et de ma mère. Sa gloire ne fut que fugitive, mais cela lui convient parfaitement. Pour lui, seuls les soldats morts en Normandie resteront des héros. 50 ans après, pour sa première visite en France, c'est avec sa femme qu'il partage son émotion. À Sainte-Marie-du-Mont, il lui montre l'endroit où il a été sérieusement blessé 5 heures après le débarquement. J'ai reçu un télégramme. Un matin, j'étais en train de préparer le petit déjeuner et quand j'ai ouvert le télégramme, j'ai tout laissé brûler. Je ne savais dans quel état était mon mari, mais d'une certaine manière, j'étais pleine de reconnaissance d'apprendre qu'il était en vie. J'ai soulevé mon bras comme ça, avec ma main droite, et puis je l'ai bloqué ici. Mais au bout de quelques temps, je me suis évanoui parce que j'avais perdu beaucoup de sang. À son grand regret, le capitaine Schroeder n'ira pas plus loin. Un bateau-hôpital le ramènera d'urgence dans une clinique anglaise. Aujourd'hui, quand il croise de jeunes GIs, il garde sa modestie. Nous sommes tous des frères d'armes. Toujours. Vous, les gars, vous êtes mes héros. Merci d'avoir pris le temps de parler aux vieux soldats. Et lors du débarquement, Léonard Schroeder avait la photo de sa femme collée sur son casque. Vous pourrez le lire dans le long portrait que VSD lui consacre. Voilà, ce premier Américain qui a débarqué en Europe. Place au 4e débat organisé par la rédaction de France 2 dans ce journal avec Philippe de Villiers. Bonsoir. Vous conduisez la liste L'Autre Europe. Et Bernard Kouchner, bonsoir. Vous êtes le numéro 3 de la liste conduite par Michel Rocard. L'un et l'autre, vous n'étiez pas nés pendant la Seconde Guerre mondiale, vous étiez à peine nés pendant... Donc vous ne l'avez pas connu. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes sensibles à ce climat qui règne actuellement en Europe et au risque possible de guerre, même en Europe occidentale? Philippe de Villiers. Je crois que ce que nous ont laissé comme héritage ceux qui ont résisté et qui ont libéré le territoire français le 6 juin 1944, c'est l'idée de résistance. C'est l'idée que on peut tout abdiquer dans la vie, sauf la souveraineté, c'est-à-dire nos prérogatives et nos libertés. Parce que quand on perd la souveraineté, on met en péril la paix civile et la paix tout court. Je crois que l'Europe demain, telle qu'elle était envisagée par le général de Gaulle et tous ceux qui ont libéré notre territoire, elle ne peut se construire que sur le socle des nations, comme un toit. Pour que le toit soit solide sur la maison, il faut des piliers solides. Et les piliers solides, ce sont les nations. Voilà un discours que je connais. Eh bien d'abord, oui, liberté, souveraineté. Si les autres n'avaient pas été là, nous serions peut-être, nous, pas ici. Il a fallu que des pays, ensemble, au nom de l'état de droit, au nom des libertés fondamentales, nous libèrent. Nous y avons participé, bien sûr, et ce salut à la résistance, je le fais mien, bien sûr. Mais je crois que les nations maintenant, parce que le monde a changé, Philippe de Villiers, le monde, puisque la question était « et la guerre ?» et maintenant est devenu plus dangereux ces jours-ci, ces temps-ci, ces années-ci, depuis la chute du mur de Berlin. Et je pense que tout en restant très solide sur notre socle, la nation, la culture, nos sentiments personnels d'appartenir à cette communauté française, nous avons besoin des autres, sinon à nos portes
ce sera de plus en plus dangereux. Je ne pense pas seulement à la Bosnie, mais à ce qui va venir. Sans les autres et sans l'Europe que nous construirons ensemble avec eux, selon finalement à la fois le modèle du général de Gaulle et ceux qui l'ont suivi. Cette construction n'est pas terminée loin de là, mais elle s'annonce bien. Ne regardons pas seulement vers le passé, regardons vers l'avenir et faisons-le ensemble pour conserver ce qui nous importe le plus, ces valeurs-là. Alors l'un et l'autre, vous avez tracé en quelque sorte le cadre de cette Europe que vous voulez construire. Vous faites partie de la nouvelle génération. J'ai envie de vous proposer, des hommes politiques, j'ai envie de vous proposer une méthode au cours de ce débat. Si vous pouviez, en direct évidemment, écrire le dictionnaire vivant de vos idées politiques. Il y aura peut-être deux versions toujours différentes ou peut-être convergentes. Alors je vous propose donc de décliner tous les maux dont souffrent les Européens, à commencer par le principal d'entre eux, le chômage. 19 millions d'Européens sans travail. Donc concrètement, pour faire en sorte que les Européens trouvent du travail, vos remèdes, Bernard Kouchner? Oui, 19 millions, dites-vous, dans le plus grand marché et la plus grande puissance économique du monde, 340 à 350 millions, les chiffres varient. Et pourtant, on devrait le savoir. Donc, cette puissance économique très forte qu'il convient de renforcer et pourtant de l'exclusion et du chômage. Alors, il y a deux attitudes. D'abord, il faut penser, bien entendu, à lutter contre le chômage, ici et en Europe. Nous en sommes tous d'accord. Est-ce que, oui ou non, la construction de l'Europe, telle qu'elle est engagée, telle que maintenant, elle résulte du traité de Maastricht, accepté, Philippe de Villiers? Parce que j'entends toujours dire, on va changer ça. Pour le moment, c'est accepté. Renégociable on verra en 1996. Oui, et nous allons le renégocier. Dans un instant. Et nous le renégocierons au cours de cette Assemblée, c'est-à-dire avec ce Parlement européen. On voit ce qui a été Mais simplement, attendez, simplement. On voit les conséquences. Oui, on va les voir, mais vous allez nous les décrire. 17 millions de chômeurs, 19 millions aujourd'hui. Pardon de vous dire que ça n'a rien à voir avec Maastricht et que de toute façon le monde, encore une fois, est dangereux. Et puis il change, je vais vous le décrire, mais vous le connaissez. Alors, donc, nous allons peut-être renégocier, mais nous sommes dans Maastricht acceptés, peut-être parfois avec une courte majorité, mais acceptés par les 12 pays. C'est-à-dire que nous allons pouvoir, grâce à ces nouveaux dispositifs, et en particulier dans cette Assemblée, si vous y êtes, nous pourrons contrebalancer cette fameuse commission qui fait tant peur. À mon avis, parfois à raison et souvent à tort. Sur le chômage, est-ce que oui ou non c'est la tâche de l'Europe de s'inquiéter ou de s'inquiéter sûrement, de mettre en place des dispositifs qui permettront d'offrir aux Français et aux autres Européens des emplois en nombre important et peut-être de les inventer? Oui, vous êtes d'accord? Bien sûr. Bien. Comment faire? Je crois qu'il y a une initiative qui s'appelait l'initiative de croissance. Il y a une autre initiative qui était l'emprunt que Jacques Delors avait proposé, un petit emprunt. Sur la liste que je représente figure en gros, proposé par Michel Rocard, cet emprunt plus puissant, 50 milliards d'écus, qui permettrait de créer des emplois en finançant d'énormes travaux dont nous avons besoin dans nos cités dortoirs horribles, qui sont difficiles à vivre, qui sont traumatisantes, etc. Et aussi ailleurs pour débloquer un certain nombre de régions. Donc est-ce que c'est possible, en inventant aussi des travaux de proximité pour les Européens? J'ai là ces petites recettes, nous en reparlerons. Je pense que l'Europe doit s'investir, elle doit être volontaire, elle ne doit pas être simplement un cadre institutionnel, mais trouver, inventer des remèdes pour le chômage, et je pense qu'elle peut le faire. Oui, j'ai été pris d'un sourire, Bernard Kouchner, pardonnez-moi, parce qu'au moment où vous parliez de l'emprunt, je me suis souvenu que j'avais lu votre programme. Je vous en remercie. Ah, vous faites de la pub pour le programme voilà. Mais je vais vous dire pourquoi je le cite, parce que vous dites ceci, puisque l'Europe n'est pas endettée, oui. Rien sauf le manque d'audace ne l'empêche d'emprunter 50 milliards d'écus. Vous mettez entre parenthèses 350 millions de francs. Non, c'est 350 milliards de francs. Oui, d'accord. Pardon pour l'impression. Je sais combien ça coûte. J'espère que c'est Mme Kouchner qui fait les comptes à la maison. Non, c'est pas ça. Non, je pense que c'est l'imprimeur qui a supprimé le truc. Elle est endettée, M. Kouchner. L'Europe, elle est endettée de 2300 milliards d'écus, c'est-à-dire 16 000 milliards de francs. Quelle Donc, je ne crois pas. La communauté européenne n'est pas endettée. Bien sûr. Mais non. Mais écoutez, j'ai le détail des chiffres. Non, mais vous avez toujours des chiffres que vous êtes seul à posséder. Les pays sont endettés. L'endettement de l'Europe aujourd'hui ne nous met pas dans la possibilité de charger un peu plus nos entreprises avec le risque immense d'assécher le marché financier. Alors moi, je voudrais vous donner ma réponse. Depuis 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu 80% de croissance, c'est phénoménal. Et il y a eu 800% de croissance du chômage. Pourquoi? Parce que l'Europe, précisément, quoi que nous fassions à l'intérieur de nos propres pays, et en particulier chez nous en France, alors que nous vivons une véritable hémorragie du chômage, quoi que nous fassions,
l'Europe est devenue, en 20 ans, ça ne date pas de Maastricht, une passoire. Mais Maastricht a consacré ce qu'on appelle le libre-échangisme mondial, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a plus de marché commun protégé. C'est faux. Or, je vais vous répondre. Or, et c'est ce que nous proposons avec Jimmy Goldsmith, Charles de Gaulle. Qui a pensé le contraire très longtemps, pardonnez-moi de vous le dire, mais quand Jimmy Goldsmith était directeur de l'Express, je me souviens des odes enflammées au libéralisme. Pas du tout. Non, ça c'est son dernier livre. Bon. Ça prouve qu'on peut changer. Deuxième pub pour cette fois-ci l'un de vos partenaires. C'est un tournant, d'après Maurice Allais, prix Nobel d'économie. Un tournant. C'est toujours les mêmes, Philippe de Villiers. Non mais tenez, je vous le donne. Merci. Tenez. Alors, merci. Bernard Kouchner. Il est dédicacé La préférence, il pourra ensuite aller voir Jimmy Goldsmith, qui sera un plaisir de le dédicacer. Jimmy Goldsmith, avec son génie visionnaire justement d'entrepreneur, avec son expérience, Maurice Allais, prix Nobel d'économie, ont dit depuis un certain temps ce que pensent beaucoup de gens aujourd'hui, à savoir que vous ne pouvez pas créer en même temps une Europe qui soit forte à l'extérieur et libre à l'intérieur si vous n'avez pas la préférence communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire la préférence communautaire? Et c'est notre première proposition. Déjà accepté, n'est-ce pas? De faire en sorte qu'on donne la priorité à l'espace de production européen, c'est-à-dire à nos travailleurs. Si vous êtes apiculteur, producteur de vélos, pêcheur, agriculteur, dans n'importe quel domaine, il faut pouvoir se protéger et donner la priorité à l'Europe, c'est-à-dire un marché libre au sens de la concurrence interne. Tout le monde est en concurrence interne, il faut accepter la concurrence, l'émulation, la compétition, l'innovation, c'est pas toujours facile. Mais à la condition que ce marché libre soit protégé. Ça veut dire qu'on ne laisse entrer depuis les pays extérieurs que les produits et les services qui ne viennent pas détruire nos emplois. Si je suis apiculteur, qu'on me met en concurrence avec le miel des Hollandais ou des Espagnols, d'accord. Mais si en même temps, on fait rentrer le miel de Chine 30 fois moins cher, parce que c'est une autre planète sociale, alors nous sommes dans la situation d'un passant, d'un blessé au bord de la route et qui perd son sang. Oui, non, parce que comme vous employez les mêmes images, je les connais. Donc je vais tenter d'y répondre. Vous n'allez pas dans ça ne veut pas dire qu'elle soit mauvaise. Vous n'allez pas dans ces meetings déguisés avec la moustache. Non, mais je sais ce que dit. J'ai du respect pour ses arguments. Puisque vous faites allusion à ça, je veux dire, M. Bernard Tapie, il est beaucoup trop occupé, à mon avis, entre les bureaux des juges d'instruction et ses propres meetings. Non, parce qu'il a dit qu'il allait dans mes meetings. Je ne suis pas la campagne de traître. Je peux vous répondre sur ce point essentiel. Parce que, Philippe de Villiers, vous posez de bonnes questions, vous y apportez, pardon, pas toujours de bonnes réponses. Or, je comprends très bien cette démonstration. Elle est nécessaire. Vous dites, en somme, il y a les 12 pour le moment, avant les 16, et on doit privilégier les rapports et les échanges commerciaux à l'intérieur. Bien sûr. Bien sûr, cette préférence communautaire existe déjà, ne ressortons pas les textes, vous allez me sortir ça, etc. Elle existe à l'intérieur. Ce qui est important, et là vous avez raison et qu'il faut renforcer cela, c'est que les produits venus de l'extérieur, alors vous n'allez pas ressortir votre chaussure, mais pour le miel par exemple et autre chose, c'est un vrai problème, répondons-y. C'est-à-dire que les produits moins chers, faits avec des heures de travail et des ouvriers mal payés ailleurs, moins bien payés, sans protection sociale, viennent chez nous et c'est peut-être un problème. Prenons au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des clauses de sauvegarde qui sont très longues à manier. Il faut raccourcir. Attendez. Je vais vous donner 2 exemples. Non, je connais tout ça par cœur. La préférence communautaire existe. Je vais vous donner un exemple. Demandez aux pêcheurs de l'Orient. Les pêcheurs aussi, ça a été protégé, simplement ça a mis du temps. Il faut raccourcir ce délai. Les clauses de sauvegarde, ça n'a pas marché. La commission de Bruxelles... Attendez, là, si vous me parlez de... Non, mais je termine. Prenons la banane, exemple que vous connaissez. La banane produite, Martinique, Guadeloupe, etc., c'est-à-dire dans des pays qui étaient extérieurs. Il a fallu en effet se battre, et nous l'avons fait, en particulier Louis Lepensec, pour protéger cette banane qui est de taille plus réduite et qui coûte plus cher que les bananes d'Amérique centrale. Ceci a été fait. Dans l'exemple que vous donnez par rapport, donc nous protégeons et nous devons protéger, en effet, pour ne pas... Mais il y a une vraie adaptation au monde qui tourne. C'est-à-dire que lorsque des produits arrivent moins chers, faits par des ouvriers qui, en Asie du Sud-Est en particulier, sont moins bien payés, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? D'abord, il faut absolument, dans un certain domaine, que nous soyons concurrentiels. Il faut donc donner du souffle à cette Europe et à cette France. Bien sûr, ça, vous êtes d'accord. Mais dans un certain nombre de domaines, les télévisions produisent encore... En alourdissant les prélèvements. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, vous aviez voté une censure contre Michel Rocard pour demander plus d'Europe. Vous aviez bien fait à ce moment-là, Philippe de Villiers. Non, c'était à l'occasion du 10 mai 89 contre Excellente François occasion. Mitterrand. Bon, enfin, ça revenait au même plus d'Europe. Regardez, acceptez. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des produits qui sont produits là-bas,
meilleur marché doivent venir chez nous. Pourquoi? 5% seulement de notre commerce extérieur s'exerce importation et exportation vers l'Asie du Sud-Est. C'est peu de choses, mais en revanche, nous avons, nous, en France, des chaussures, comme vous l'avez montré, qui sont moins chères et tout le monde s'équipe avec ça. Nous avons des postes de télévision, peut-être faudrait-il en produire plus en France, pourquoi pas. Mais lorsqu'on les produit, vous allez me dire qu'on les délocalise, qu'on prend l'usine française et qu'on la met ailleurs. Voilà. C'est en effet ce marché-là qu'il faut absolument maîtriser, en étant plus performant et en comprenant que là-bas, dans les pays du tiers-monde, ils ont aussi besoin de vivre et ils sont très nombreux. Et c'est normal que leur niveau de vie s'élève. La Corée, qui nous a acheté de TGV et qui produit ces postes de télévision pas chers, en effet, cette Corée a rattrapé le Portugal et la Grèce. Donc, c'est une balance, c'est un équilibre entre les riches et les pauvres. Va créer la vente du TGV à la Corée du Sud, vous savez combien elle va créer d'emplois en France? Bon, elle va en créer. Vous savez combien? Non, attendez, je sais qu'il y a un certain nombre de wagons qui sont construits là-bas, bien entendu. Mais c'est un marché que nous avons conquis contre des Allemands, préférence communautaire ou pas. Non, attendez, elle va permettre, et alors ça fait du chômage en moins. Je suis désolé, mais si on n'avait pas vendu ce TGV, en effet, Alstom aurait perdu des ouvriers. Donc il faut, il faut en permanence moduler cela. C'est-à-dire que les pays pauvres doivent élever leur niveau de vie. Nous devons introduire dans toutes les négociations, et ça aurait dû être fait dans le GATT, mais ça n'a pas été fait, nous nous en chargerons depuis ce Parlement européen, des clauses sociales qui font que nous ne perdons pas notre protection sociale, mais là-bas, ils en gagnent une. Et ça s'équilibrera comme ça. On ne peut pas les laisser mourir de faim, sinon ce sera pire encore. Philippe de Villiers. Je voudrais reprendre ce que vient de dire Bernard Kouchner à l'instant, parce que c'est important. On ne peut pas les laisser mourir de faim. Oui, le système de libre-échangisme mondial est absurde à cause de ça. Parce que ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Et je vais vous donner un exemple. Au début. Et je vais vous donner un exemple. Non, parce que économie capitaliste. Au début. Non, parce qu'on cite toujours, Taïwan, les 4 dragons. La Thaïlande. Ça représente 35 millions de travailleurs en population active, sur 4 milliards d'hommes qui ont fait irruption sur le marché du travail depuis quelques années seulement, du fait de la révolution des transports. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour n'importe quel entrepreneur, il a le choix entre 2 hypothèses. Première hypothèse, il dit, moi je veux rester avec mon personnel ici parce que c'est eux qui ont fait l'entreprise. Il n'est pas question pour moi de déménager mon entreprise. Je reste sur place. Il fait faillite. Pas toujours. Il fait faillite parce que tout est délocalisable aujourd'hui. Et du fait de l'Europe passoire, il est sûr de faire faillite. Alors, si vous insistez, moi j'ai dans mon cartable des exemples précis. S'il vous plaît. J'ai de la passe-monterie pour vous. Non. Je peux, mais attendez, je vais vous donner un exemple. Mais je les connais par cœur. Non, tenez, regardez. Mais oui, regardez, pour les téléspectateurs. Voilà des brassières. Mais dites donc, vous êtes spécialiste en bonneterie. Maintenant, vous sortez de votre sac à chaque débat, vous avez votre petit exemple. Moi, j'ai appris quelque chose à la télévision, c'est qu'il faut être concret. Oui. Parce que sinon, on peut parler en l'air de la préférence communautaire, du tarif douanier extérieur commun, de l'Europe de M. Delors, et on dit, oui, l'Europe, elle a un souffle, tu parles. Oui, bon, elle en aura un. Voilà l'Europe de M. Delors. Vous avez ici exactement les mêmes brassières. Je vous rappelle que l'Europe est majoritairement libérale, n'est-ce pas? C'est pas l'Europe de M. Delors. Attendez, l'Europe de M. Delors, c'est l'Europe de la technocratie de Bruxelles, c'est-à-dire de 17 commissionnaires, des politiciens hauts fonctionnaires reconvertis et qui ont tous les pouvoirs. Vous agitez là encore une fois des épouvantails pour faire peur. Voyons, alors parlez des brassières. Ne me laissez pas avec mes 2 brassières. Non, mais je vous en prie. Alors, il y en a une moins chère que l'autre. Celle-là, elle est fabriquée dans le Maine-et-Loire, prix public 120 francs. Ça, c'est la brassière de chez nous. 120 francs. Bah oui. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup de salaires, de charges sociales, nos normes d'hygiène. Ce sont des conquêtes formidables. Mais bien sûr. Mais ce sont nos acquis de civilisation, c'est notre dignité. Nous, chez nous, on ne laisse pas les handicapés, les personnes âgées, les gens pauvres. Et bien chez eux, permettez-leur de ne pas le faire bientôt. Celle-ci, cette brassière, elle arrive en grande surface en France avec un prix public non pas de 120 francs, ça c'est la brassière de France, la plus compétitive d'ailleurs même en France et en Europe, produite dans le Maine-et-Loire. Eh bien, celle-ci, 54 francs. Pourquoi? Parce que cette brassière-là, je pensais moins, elle est faite par des gens qui, en termes de salaire, ont la fraction d'un salaire de chez nous. Alors comment vous voulez faire? Et vous avez aujourd'hui, dans le monde, notamment en Chine et en Inde, 200 millions d'enfants esclaves, avec des véritables négriers, une population laborieuse qui est exploitée. Vous, Bernard Kouchner, vous acceptez ça? Mais non. Simplement, les moyens de le changer ne sont pas les mêmes. Vous juste ajouter un mot sur l'agriculture mondiale. Pardon. Le GATT. Laissez-moi répondre à cette brassière. Vous n'allez pas les rengainer sans que j'en parle, voyons. Alors,
Non, mais vous comprenez bien que je ne peux pas accepter ça, pas plus que vous. Et comment ne pas accepter? Il y a deux solutions. Vous prônez le repli sur nous-mêmes. Et ça ne marchera pas. Le plus grand marché libre du monde. monde. Mais d'accord, pour les 12. Mais par rapport au 350 millions mais non, mais attendez, ça, c'est fabriqué en dehors des 12, vous venez de me le dire. Mais non, mais confondons pas. la brassière fabriquée dans le Maine-et-Loire... Qu'elle se vende aussi, personne ne l'interdit. Elle est en concurrence avec la Hollande, l'Italie, l'Espagne. Pardon, mais si on parle tous les deux ensemble, on n'y arrivera pas. Alors, je voudrais juste aller... Donc, bien sûr que je n'accepte pas. Bien sûr, c'est même, vous posez encore une fois bien le problème et vous y répondez mal, pardon, avec respect, je vous le dis. Alors, comment on va faire? On va faire en sorte que d'abord ne survive, bien sûr, et ne meure pas, et ne fasse pas faillite, en l'aidant, en lui donnant aussi des aides venues de Bruxelles, ces technocrates que vous décriez, et qui sont utiles souvent, auprès des paysans aussi, à qui ils ont fourni un certain nombre. Les farmers américains. Non, pas du tout. Ça, c'est faux. Non, vous savez très bien que les paysans et autour de vous aussi, les agriculteurs, ont bénéficié jusqu'à 30% de leurs revenus. Maintenant, ils continuent de l'être. Ne crachons pas sur les fonctionnaires, c'est trop facile. D'ailleurs, vous étiez fonctionnaire. L'invention des jachères. Vous alors pourquoi on en dirait du mal tout le temps? Vous savez ce que je disais quand j'étais fonctionnaire, M. Kouchner? Je disais le mot de Giraudoux. Je vais reprendre la brassière après. Un fonctionnaire, ça fonctionne. En d'autres termes, moi, quand j'étais fonctionnaire, j'appliquais et je préparais. Mais à partir du moment où le fonctionnaire décide, avec le monopole de l'initiative de la Commission de Bruxelles, décide des directives au point, par exemple, d'inventer des asticots, au point d'inventer des satellites. Attendez, faites pas de l'écriture automatique. Mais non, mais vous me l'avez déjà dit, alors je les connais. Je réponds sur les brassières. Attendons, les satellites. Des satellites, monsieur Paul-Amar, est-ce que vous savez ça? Il nous brosse un tableau. Il y a des satellites qui surveillent les jachères des paysans français et européens. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. À la télédétection, parce que là-bas, les technocrates de Bruxelles pensent que les paysans français sont des tricheurs et qu'ils vont piquer un arbre par-ci, un hectare par là. Pas de démagogie, mais non. Et en plus, le satellite, c'est un satellite français. Quand on voit qu'il y a 1 milliard d'hommes qui meurent sur les terres les plus arides de la planète. C'est vrai, je répondrai à ça aussi. Mais encore une fois, posez la question. Mais vous faites une mauvaise réponse. Comment allons-nous en sortir? Il ne faut pas d'abord que cette usine du Maine-et-Loire fasse faillite et il faut qu'on l'aide, j'en étais là. À partir de ça, bien entendu. Mais nous ne pouvons pas non plus fermer, comme le GATT, vous savez, à l'origine, c'était l'ouverture des marchés riches pour les pays pauvres, sinon ça ira très mal. Vous dites 4 milliards, il y en a beaucoup et il y en aura beaucoup plus encore qui vont mourir de faim ou qui sont dans un besoin immense. Donc nous avons besoin de les aider progressivement, de les intégrer à un marché. Donc il faut absolument accepter, parce que acheter une brassière... Ils vont mourir et nous on sera morts. Non, c'est pas vrai. Ça, non. Mais bien sûr, prenons l'exemple de l'agriculture. Je termine. On prend l'exemple de l'agriculture. Prenons l'exemple. Je finis sur la brassière. C'est intéressant aussi pour les ménages français et pour un certain nombre de gens qui ne sont pas riches d'acheter des brassières à 46 francs. Il faut équilibrer cela avec humanité, douceur et progression, nous allons le faire. Mais ne me dites pas qu'il faut fermer, pas de repli sur soi, la France doit être en marche et conquérir des marchés. Alors, je vais vous faire vous terminez d'un mot. Un mot. Le libre-échangisme mondial détruit nos emplois chez nous et détruit les pauvres du tiers-monde. Il y a actuellement 3 milliards et demi de paysans, de gens qui travaillent la terre dans le monde. Si le GATT réussit, c'est-à-dire le libre-échangisme mondial, qui consiste à faire de chaque agriculture dans le monde entier une sorte d'alignement sur le modèle néo-zélandais australien, il en restera 1 milliard. Mais c'est pas vrai, pas de il en restera 1 milliard. C'est-à-dire qu'il y aura plus de 2 milliards. Mais pourquoi vous faites le grand méchant loup en permanence? Ça va pas se passer comme ça. Mais je vais vous dire comment ça va se passer, parce que l'Europe est le seul espace au monde qui ne se protège pas. Mais c'est le seul espoir pour eux, Philippe de Villiers. Il faut organiser l'Europe. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas se protéger. Organiser les autres zones des pays pauvres, par exemple l'Afrique. Bien sûr. Par exemple l'Afrique. Mais ne nous protégeons pas comme des hostiles. Ne bâtissons pas un mur dans nos têtes. Soyons main tendue et cœur ouvert. Nous allons équilibrer les jachères. Il faudrait que ça serve pour l'urgence, à l'éducation, les échanges de paysans, de jeunes agriculteurs chrétiens le proposent. Je suis d'accord avec ça. Mais pas de barrière. Pas de protectionnisme. Parce que pendant que vous disiez qu'on vendait des... Philippe de Villiers, pendant que nous parlions des brassières, nous vendions aussi des voitures, des produits finis. Et j'ai vu les chiffres, par exemple, de Renault ou de BSN ou d'autres encore. Nous conquérons des marchés. C'est très bien, c'est un échange. Écoutez, vraiment, c'est pas parce qu'on se protège qu'on n'exporte pas. Par exemple, merci de le dire. Et par exemple, il faut qu'on exporte. Vous allez encore faire de l'écriture automatique là. Pourquoi vous l'avez déjà dit? Non, parce que je pensais à quelque chose en vous écoutant à l'instant. Essayez de faire rentrer une tonne d'acier aux États-Unis ou un sac de riz. Oui, mais essayez de faire rentrer sac de riz au Japon. Essayez de faire rentrer. Essayez de faire rentrer un sac de blé en France, c'est impossible. Allez, messieurs, c'est impossible. Messieurs,
rigolais, Bernard Kouchner. Non, je rigole pas, c'est interdit. Bernard Kouchner, Philippe de Villiers, ne m'obligez pas à hausser le ton. Le débat est vif et courtois en même temps. Donc il me demande d'atterrir, j'atterris à vous. Je me laisse volontiers porter par ce débat agréable à suivre, même si vos vues évidemment divergent. Mais vous comprendrez qu'on est obligé d'aborder d'autres thèmes. Donc on vient avec vous d'aborder... Je propose qu'on ne parle pas en même temps. Est-ce que c'est possible? Mais oui, non, mais ça... évitez de parler quand je parle. Bon, oui, c'est ça, et réciproquement. Et je vous propose de m'écouter un instant. D'accord. D'accord. Donc on vient d'aborder le premier thème qui est la crise économique en Europe. Deux attitudes différentes, vous êtes d'accord? Un même constat et deux attitudes différentes. Je vous propose d'ouvrir un autre thème. On l'a vu après la crise économique, il y a aussi en Europe aujourd'hui une crise morale. Alors, puisqu'on écrit ensemble le dictionnaire de vos idées politiques, je vous dis... Justice. Philippe de Villiers. L'Europe qui est à faire, c'est l'Europe de la justice. S'il y a bien une Europe à inventer, l'Europe de l'avenir et non pas l'Europe d'hier. J'aime vous l'entendre dire. Ben écoutez, vous croyez que vous êtes propriétaire de l'avenir? Sûrement pas. Parce que vous avez été au gouvernement avec les socialistes? Non, vous avez été au gouvernement avec d'autres. Alors je vais vous dire, ne nous jetons pas ces gouvernements à la face. Enfin, écoutez, tout à l'heure quand je vous ai entendu dire, nous on fait l'Europe de l'avenir. Passé. Écoutez, l'Europe de M. Delors, de M. Mitterrand. Mais qu'est-ce que c'est que cette fixation sur l'Europe de Jacques Delors qui est président de la Commission? Vous en aurez un autre bientôt, ce sera pareil. Et il a très bien fait son travail. M. Delors dit lui-même dans un article du Monde avec beaucoup d'amertume et une certaine d'ailleurs lucidité. C'est touchant même, parfois, sa sincérité. Il dit, ben ça va pas quoi. Ah non, mais ça... Alors effectivement, ça ne va pas. Nous allons l'améliorer. D'ailleurs, si vous trouvez un Maastrichtien en France en ce moment, vous n'êtes plus Maastrichtien. C'est fait. C'est comme si vous me demandiez si vous trouvez un partisan de la 4e République. C'est fait. Je réponds à votre question. C'est la 5e maintenant. Oui. Quand j'ai dit non à Maastricht, vous vous disiez attention, Maastricht, ça sera l'emploi, Maastricht, ça sera la paix en Bosnie. Bon, écoutez, tout ça, c'était des illusions. Parlons-en. Non, mais attendez. Tout le monde peut se tromper. Faites pas tourner la terre trop vite, elle a son rythme. Tout le monde peut se tromper. J'ai des gens qui ont voté oui à Maastricht, qui ont voté non à Maastricht. Le débat. Allez, restons concrets sur ce thème, comme vous l'avez été sur l'économie. L'Europe de la justice, elle doit être implacable et elle doit être organisée sur deux piliers. Le pilier de la souveraineté, chacun son droit. À la condition que la justice soit la même pour tous, notamment pour ce qui concerne la nouvelle criminalité économique et financière. Et puis, le deuxième pilier, c'est la coopération. Parce que souvent, le crime, il est transnational. Alors, je vais vous donner un exemple. Le problème de la drogue. Selon le rapport du Sénat, très récent, de monsieur le sénateur Paul Masson, c'est affolant, ce rapport, c'est affolant. On a démantelé non seulement les contrôles fixes sur les frontières au nord de la France, mais on a démantelé aussi les postes de la police de l'air et des frontières. Et le rapport du Sénat dit ceci, il arrive chaque jour des semi-remorques garnies de cannabis qui arrivent d'Amsterdam, alors qu'on appelle le TGV entre Amsterdam et Hambourg le Hashish Express. C'est-à-dire que si on ne fait rien, et notamment, si on ne rétablit pas les contrôles aux frontières, si on applique le traité de Schengen, on démantèle toutes les frontières en les considérant comme des limites administratives, et la France sera le réceptacle de la drogue. Et puis après... Et la deuxième chose, donc je dis premièrement, il faut rétablir les contrôles aux frontières. C'est pas du tout contraire à la liberté. Ils n'ont pas disparu. Attendez, je vais jusqu'au bout. Oui, mais je voudrais répondre sur ce point. Donc la liberté, si, bien sûr, bien sûr. Alors là, vous ne devez pas passer souvent la frontière en voiture. Écoutez, la frontière franco-espagnole, la frontière, alors là, mais je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à la répression, je ne crois pas à la police. Écoutez, c'est beaucoup plus grave que ça. Moi, je crois que ce n'est pas suffisant le rétablissement des contrôles aux frontières. Mais c'est une condition absolument nécessaire. Et j'arrivais à la deuxième condition nécessaire d'une Europe de la justice, d'une Europe de la liberté d'aller et venir, qui est le premier des droits de la personne humaine finalement, parce que sinon il n'y a pas d'Europe possible, et il n'y a pas de paix sociale, et il n'y a pas de paix civile possible. Schengen. Deuxièmement, il faut faire l'Europe de la justice. Le juge Jean-Pierre a, qui est sur votre liste, qui est pour moi la figure emblématique de l'indépendance de la justice. Il y en a d'autres. A imaginé cette Europe-là, et il propose par exemple, avec un FBI européen, de faire face aux crimes de demain. Le crime des mafias, le crime de la Camorra. À Europol d'en avoir que 20 fonctionnaires. Alors il faut développer. Mais oui, donc c'est déjà fait. Mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte, 20 policiers pour si vous appelez pour FBI ce qui est un nom américain, ça ne plaira pas pour l'Europe, ça s'appelle Europol, pourquoi pas? Donc c'est fait. Appelons ça comme on veut. Non, ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait. Ça n'existe pas. Le développer. Mais ça n'existe pas, hélas. Et quand je dis... Ça existe, mais il n'y a pas assez d'hommes. Écoutez, Bernard Kouchner... C'est vous qui l'avez dit, Philippe. L'opération main propre, elle n'existe déjà pas en France. Alors, quand on dit... Main propre italienne ? Non, mais bien sûr. C'est-à-dire que... On mélange tout. Je peux répondre ? Mais non, mais attendez, il faut une Europe de la justice, c'est-à-dire qu'il faut mener aujourd'hui, on ne mélange rien,
on mélange la corruption, la drogue, c'est-à-dire des fléaux. Non, bah attendez, Pardon, je réponds sur la drogue si vous voulez bien. C'est suffisamment une opération important. main propre à l'échelle européenne pour lutter contre le crime et notamment contre la corruption. Ça va nous amener des difficultés, beaucoup, ça va nous amener Berlusconi en somme. C'est ça que vous voulez? Non, mais on y viendra. On y viendra. C'est pas ça que vous souhaitez. Alors écoutez, sur le système italien... Non, attendez, vous avez vu ce que je vous ai lancé là une perche trop grosse. Bon, pardon, la drogue d'abord, c'est trop important. C'est trop important. Sur la donc drogue vous avez, et la corruption. Comme d'habitude, allègrement agité les peurs, Philippe de Villiers. Franchement, voulez-vous que je vous dise, c'est pas bien. Pourquoi? Je vais parler de la répression nécessaire. Mais moi j'ai peur, pour mes enfants. Mais moi aussi, j'ai peur pour mes enfants. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir des enfants. Moi j'ai peur pour mes enfants. Eh bien, je parce que la drogue, c'est l'arme chimique vous absolue. avez. Et là, on peut pas. Mais attendez une petite seconde, laissez-moi parler. Non, mais quand vous dites. Je déteste dire dans un. Non, mais quand vous dites dans votre programme, la France demeure seule, arc-boutée sur sa police et ses jugements dérisoires. Oui, et c'est pour ça que ça marche pas. Laissez-moi réfléchir une seconde. C'est bien que vous lisiez mes textes. Je vais vous expliquer. Je vais vous le dire. C'est un peu irresponsable. Non, c'est très responsable et je connais bien le problème. Pardon. Je vais vous expliquer. Il faut être impitoyable. Non, il faut réussir. Pourquoi? Parce que la drogue, et en particulier la drogue douce dont vous parlez, pardon ces expérimentations, enfin ces classifications, le cannabis, le hashish, ça fait partie de tout un ensemble qui n'est pas seulement vaincu ou ne sera pas vaincu par la répression. C'est un symptôme de l'angoisse de notre jeunesse, des difficultés à penser, du rêve brisé. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Alors je pense, et je suis d'accord avec vous que c'est un fléau, je mets fléau numéro 1. Je pense d'abord qu'il faut une réflexion et nous demander pourquoi, à propos du cannabis, à propos du hashish, fumé, je vous le signale, entre 4 et 5 millions de personnes ont fumé en France. C'est un vrai problème social, en tout cas c'est une habitude, dans un pays qui a ses drogues à elle. L'alcoolisme, le tabac, nous avons le record du monde de consommation d'alcool. Mais il y a des drogues auxquelles nous sommes habitués, j'en parle avec beaucoup de responsabilité, je m'en suis occupé, et des drogues auxquelles nous sommes moins habitués qui viennent de l'extérieur. Comment faire pour essayer de changer cela? Nous avons essayé, nous, en France, le tout répressif. Alors vous dites, barrages à la frontière, qui ne sont d'ailleurs pas démantelés, ça ne suffira jamais. Le volume de l'argent du trafic de la drogue est tel, puisque c'est 2 ou 3 fois le budget de la France, qu'il faut procéder différemment. D'abord avec un abord économique, et vous serez d'accord. J'ai pas dit qu'il fallait lâcher la rampe. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, au contraire. J'ai dit qu'il faut, regardez, l'Allemagne vient de dépénaliser, nous sommes le dernier pays avec le Luxembourg, Philippe de Villiers, le dernier pays à adopter cette attitude répressive qui ne sert à rien qu'à peupler nos prisons. Ça ne sert à rien, au contraire, ça nous ancre dans la toxicomanie. D'abord, réduction des risques. D'abord, prise de conscience. Et puis, pour le reste, en discutant avec nos partenaires, il y a des méthodes. Je ne suis pas partisan de la dépénalisation, je suis partisan d'une réglementation, de voir avec les spécialistes, avec les jeunes, avec l'ensemble de notre population ce qu'on peut faire pour qu'en effet ça cesse. Je ne suis pas partisan, vous n'y pensez pas une seconde, de ces camions qui arrivent semi-remorques ou pas sur notre territoire. Mais je sais que nos méthodes jusque-là n'ont pas marché. D'abord un débat, ensuite une réflexion, et puis des décisions. Juste une phrase. Pour moi, il y a une différence d'approche, je vais vous dire pourquoi. Pour moi, la drogue, c'est la guerre. Mais nous allons la perdre si vous la prenez comme ça. À la guerre, comment on fait quand il y a la guerre? On fait la guerre à la guerre. Mais ça n'a pas marché, Philippe de Villiers. Les Américains ont essayé. Il y a la violence, il y a la force. Mais non, mais ça ne marche pas. Et à la guerre, on soigne les blessés. On soigne les blessés. Bien entendu. On a tous. Mais essayons d'éviter la guerre. Aux États-Unis, ça n'a pas marché. Il y a eu des armées spéciales. Il y a le livre de la pierre qui. Vous savez ça. Ça n'a pas marché. Donc essayons que ça marche. Désintoxiquons notre jeunesse. Mais avant, monsieur. Votre hypothèse de travail a été adoptée. Dans tous les pays du monde, sauf chez nous. Ça a échoué. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je vous donne une comparaison qui vient. C'est que vous savez très bien qu'il y a le phénomène de l'accoutumance. Mais non, pas pour le cannabis. Je regrette, Bernard Kouchner, que vous n'ayez pas une attitude ferme et définitive à l'égard d'un problème qui détruit la santé morale de vous n'avez pas le droit de me dire ça. Je viens de vous prouver le contraire. Mais il faut faire la guerre à outrance. Voulez-vous la perdre? Aux grands trafiquants, à toutes les grandes mafias, les grandes caméras. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas. C'est ça le crime moderne qui est en train de creuser des galeries sous nos pas. Très calmement, s'il vous plaît. Le recyclage de l'argent sale va nous empoisonner bientôt. Regardez comme vous mélangez tout. Vous agitez les peurs et vous dites c'est l'Europe. C'est pas vrai. Le chiffre d'affaires de la drogue, c'est. Mais c'est moi qui vous les fournis. Je suis d'accord. C'est monstrueux. Comment faire pour arrêter cette monstruosité? En étant d'abord beaucoup plus ouvert à la réflexion. En essayant de comprendre que la répression est désarmée. Oui, pressons-nous, c'est l'Europe qui peut le faire avec nous. La répression n'a rien amené, les États-Unis ont essayé, ça n'a pas marché. Donc, si cette jeunesse, en effet,
est accoutumé parfois aux drogues, il faut comprendre pourquoi. D'abord, pour l'empêcher de continuer. Et il faut surtout réduire les risques parce qu'il y a aussi le sida dont j'aurais voulu parler. On va dire un mot. Non, dans l'Europe de la justice. Oui, comment? Dans l'Europe, avec une vision économique du la guerre aux trafiquants. Allez, ça ne marche pas, ils ont gagné. Donc c'est pas couper à la source, faire une guerre à outrance. Mais ça ne marchera pas, ça a été fait. Permettez-moi d'introduire une question d'actualité dans ce débat sur l'Europe de la justice. L'arrestation et la détention de Didier Pinault-Valenciennes, président d'un groupe français très important, Schneider. Votre avis? Allez, Bernard Kouchner. Écoutez, moi je n'ai pas d'avis, je ne connais pas M. Pinault-Valenciennes dont on dit grand bien, je fais confiance à la justice belge, je sais qu'il devait être libéré hier soir, je pense qu'il sera libéré en tout cas, je l'espère, dans quelques jours, mais je suis désolé de dire que je n'ai pas d'éléments d'information et que je ne considère pas le pays voisin, la Belgique, comme un pays sous-développé en matière judiciaire et qu'il y a des juges, Philippe de Villiers le disait lui-même, une justice qui doit suivre son cours. J'ai vu avec intérêt cette pétition des patrons français, nous sommes loin de l'Europe, mais l'Europe que nous construirons, elle sera à la fois douce pour tous et ferme sur la justice et l'état de droit. Je n'ai rien à dire sur M. Pinault-Valenciennes, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. D'accord, sur ce point, votre avis? Je suis d'accord avec ce que vient de dire Bernard Kouchner, à savoir que la justice fait son travail. La justice, elle a pour but la manifestation de la vérité. J'ajoute que moi je connais bien Didier Pinault-Valenciennes, puisqu'il est vendéen. C'est même un opposant politique. C'est quand même pas pour ça qu'on l'a mis en prison. Écoutez, c'est un sujet sérieux qui concerne un homme et une famille, et je voudrais dire ceci, c'est un opposant politique. Il était président du comité de Oui à Maastricht, donc vraiment j'en parle très, très librement, mais j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et il y a des moments dans la vie, et vous le savez bien Bernard Kouchner, où on ne comprend pas, où sur le plan humain on ne comprend pas, et malgré tout, il y a des principes auxquels on ne peut pas déroger. C'est-à-dire que moi je ne peux pas dire dans un cas, il faut que la justice soit la justice, et dans l'autre cas, ah oui, mais peut-être que quand même là, il se trompe. Moi, j'ai confiance en la justice de notre pays, et il n'y a pas de raison que la justice belge soit différente de la justice française. Il faut que la justice passe, quoi qu'il arrive, et qu'elle soit impitoyable à l'égard des citoyens et à l'égard des puissants. On ne connaît pas le dossier sur M. Didier Pinault-Valenciennes, donc on n'en parlera pas concrètement. Je voulais simplement vous demander votre avis. Vous vouliez nous interrompre dans ce débat vif? Non, mais c'est un moment de réflexion aussi sur... et là, on sort de ce dossier-là, hein, donc ça n'a aucune allusion à Didier Pinault-Valenciennes. Est-ce que vous dites, je ne comprends pas, mais est-ce que vous comprenez l'émergence en France, en Europe, en Italie, vous avez dit opération main propre, de ce pouvoir des juges qui est lié aussi à l'irruption de l'argent dans la vie publique, dans la vie des affaires, dans la vie tout court? Écoutez, sur l'Italie, si vous me permettez de répondre, cette opération main propre qui a été menée par les juges en particulier correspondait à un état de décrépitude, comment dirais-je, en tout cas un glissement très profond de l'État italien dans des affaires de corruption qui étaient manifestes. Ça nous a beaucoup choqués, n'est-ce pas, de voir cet acharnement, mais encore une fois, si l'acharnement est fondé sur la justice, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire que de déplorer ce qui, pendant très longtemps, a régné dans ce pays voisin, ce grand pays, des amis pour chacun d'entre nous, qui a été... la risée, c'est un mauvais mot, mais qui a été une douleur pour chacun d'entre nous. Comment en était-on arrivé jusque-là? Comment chaque marché italien devait être acheté, etc. Alors, les conséquences sont graves. Parce que, derrière, moi, ce qui m'embête, je ne sais pas si Philippe de Villiers sera d'accord, mais ce qui m'effraie, c'est que derrière cette justice, derrière cette façon sans doute très légitime de châtier, il y a une opinion publique qui tourne au populisme. Il y a... Les hommes politiques doivent être mis dans le même sac. Il y a l'opprobre jeté sur cette classe qui n'est pas pire que les autres, loin de là pour ce que j'en fréquente, n'est-ce pas? Et je crois que c'est très dangereux parce que pour la démocratie, pour l'idée que je me fais de l'état de droit, des droits de l'homme, du développement nécessaire de nos institutions, surtout en Europe, alors on en vient maintenant à ce que M. Berlusconi, nous verrons ce qu'il fera, propriétaire maintenant de toutes les chaînes italiennes, soit chef du gouvernement, à côté des néofascistes. Alors pour moi, les néofascistes, n'est-ce pas, sont avant tout des fascistes. J'ai lu ce que leur responsable a dit de Mussolini et ce panégyrique de Mussolini qui lui était nettement un fasciste. Je suis pas inquiet, mais plutôt en colère contre cela et j'espère que ça ne durera pas et que ça n'ira pas plus loin dans les autres pays. Donc derrière ce populisme, derrière ce goût de laver plus blanc, souvent légitime bien entendu, il y a des dérives très dangereuses qui, si elles atteignent notre continent, mènent à des situations que nous avons connues avant-guerre. Chômage,
dérive, pas de rêve et d'exaltation, populisme, attention. Sur la situation politique italienne, comment vous situez-vous par rapport à, vous dites fascistes ou néo-fascistes? Comment C'est clair, c'est eux qui s'appellent comme ça. Oui, ces idées ou ces hommes, vous-même, Philippe de Villiers? Vous savez très bien qu'on vous situe... Il y a les néo-fascistes qui arrivent en Italie, il y a les communistes qui reviennent en Hongrie. À l'Est, et en 12 ans... Mais c'est parce que nous n'avons pas fait assez d'Europe, Philippe de Villiers. On a fait la boucle, et tout ça est inquiétant. Alors, ce que vient de dire Bernard Kouchner est important. Vous condamnez ces idées néofascistes qui surgissent comme ça en Italie? Est-ce que vous pouvez, monsieur Paul Arnaud? C'est une question. Non, monsieur Philippe de Villiers. C'est une question. J'ai le droit de poser au moins une ou deux questions de temps en temps, à l'un à l'autre. Moi, je voudrais dire sur le populisme la chose suivante. Pendant longtemps, en France, la gauche a cru, a espéré, a tout fait pour réduire la cause de la droite à la personne de M. Le Pen. Les médias aussi, d'ailleurs. Et aujourd'hui, la gauche se trouve un peu prise au piège parce que le danger est écarté. Les médias, en revanche, pas France 2, hein. Enfin bon. Attendez, vous voulez dire le danger est écarté? En revanche, la gauche se trouve aujourd'hui avec un nouveau problème. Le populisme de M. Bernard Tapie. Prenez garde, M. Kouchner, qu'un jour la gauche ne se résume à la personnalité de M. Tapie. Cela dit, vous avez dit quelque chose d'important sur le crédit des hommes politiques. Et attendez, je voudrais le dire tout de suite là-dessus. Ne comparez pas M. Berlusconi à Bernard Tapie. L'un a des ministres fascistes dans son gouvernement, l'autre est résolument antifasciste, c'est Bernard Tapie. Alors écoutez, si vraiment on veut comparer l'incomparable, il faudrait qu'on ait quelques mots sur Bernard Tapie. Non, à lui seul est un monument. Comme on disait dans l'Italie fasciste, un monument, vraiment un monument français. Et dire c'est un symbole de déliquescence de notre société. Une question à l'un et à l'autre. Moi, je voudrais dire quelque chose. Non, mais je n'ai pas répondu sur le problème de la corruption, parce qu'il y a quelque chose qui est important qu'a dit Bernard Kouchner. Non, Philippe de Villiers, s'il vous plaît. Non, mais restons sur ce thème. Vous allez répondre. Je ne peux pas. Non, mais je vous pose une question. Non, mais attendez, il y a une chose qui est importante sur les gouvernements qui lavent plus blanc. Je ne vous ai pas interrompu pendant quasiment 45 minutes. Je vous pose deux questions très précises à l'un et à l'autre. Quand Bernard Tapie dit de vous que vous êtes le Canada Dry de Le Pen, est-ce que vous vous sentez insulté? Et vous aurez votre question. Quand M. Bernard Tapie parle de moi, je me sens insulté. Oui. Et j'aurais en face de moi quelqu'un comme Bernard Tapie, je lui poserais une question simple. Est-ce que vraiment il est à l'aise avec lui-même lorsqu'il fait de la politique dans un pays qui a quand même encore des références morales, c'est-à-dire l'honnêteté. Et alors donc je vais dire ce que je voulais dire là, c'est que le crédit des hommes politiques c'est quelque chose de très important. Si on veut que les hommes politiques aient du crédit, et je pense que Bernard Kouchner sera d'accord, il l'a un petit peu dit là, à l'instant, il faut qu'ils ne soient pas soupçonnables, qu'ils ne soient pas soupçonnés. Et pour qu'ils ne soient pas soupçonnés, il faut que la justice soit impitoyable pour tous. C'est-à-dire que les quelques brebis galeuses, parce que moi je ne crois pas du tout aux tous pourris, c'est pas vrai, il y a des milliers d'élus qui sont des gens qui sont des mécènes de leur temps et de leur argent. Mais les quelques brebis galeuses, les Français ont le sentiment qu'elles sont protégées d'abord par le milieu politique, par la société politique, et que la justice ne peut pas faire son travail. Et pardonnez-moi de vous le dire, Bernard Kouchner, François Mitterrand a une responsabilité particulière dans ce phénomène-là, et qui est très grave. Quel phénomène ? Le phénomène, enfin l'impression que les Français peuvent avoir que la justice arrête son cours ou le ralentit lorsqu'il s'agit des hommes politiques. Non, je ne le pense pas. Mais je voudrais répondre sur deux points. Non, je vais vous poser une question, vous allez répondre. Oui, mais attendez, là, je ne peux pas laisser Philippe de Villiers dire d'abord... Bernard Kouchner, à propos Bernard Kouchner, ma question a un lien avec ce qui... écarté? Non, Bernard Kouchner, je vous demande de ne pas ignorer le journaliste. Vraiment, je laisse vivre le débat. Et vous allez, il nous reste quelques minutes. Vous l'avez vu hier soir. Écoutez, il nous reste quelques minutes, je vous pose une question. Non, Bernard Kouchner, Bernard Kouchner, je voudrais vous poser une question. Bernard Kouchner, je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. Non, mais il se fait insulter par sa propre majorité. Donc je voudrais le défendre à ce propos. Vous allez avoir l'occasion. Avec quelle dureté? Et vous me faites insulter par Tapie, je voudrais vous défendre. Non, il va vous le faire. Philippe de Villiers, Bernard Kouchner, écoutez, soyez correct. Je vous pose une question. Quand Bernard Tapie, j'ai posé une question à Philippe de Villiers, je vous la pose. Quand Bernard Tapie dit que même des hommes de gauche, il a cité un ancien Premier ministre, sont aussi contaminés par des idées du Front National, est-ce que vous vous sentez insulté? Bernard Tapie, donneur de leçons de morale. Attendez, vous permettez. Je pose la question à Kouchner. Non, je ne me sens pas une seconde insulté parce que loin de moi les idées du Front National, et je voulais demander à Philippe de Villiers si son attitude rigide, son attitude un peu repliée sur elle-même, cette frilosité par rapport au progrès et à l'avenir, à mon avis, nous ne sommes pas d'accord sur l'Europe, n'a pas amené vers lui un certain nombre de gens qui votaient Front National. Comment avez-vous réduit, M. Le Pen,
Monsieur Philippe de Villiers. Alors moi, ça s'est pas fait. Attendez, vous me répondrez juste après, je finis sur le tapis. Moi, j'appartiens à la Oui, majorité. enfin, la majorité le refuse pour le moment. Je ne vous en veux pas pour autant. J'appartiens à la majorité de la majorité qui a voté non à Maastricht. Oui, mais enfin, vous savez, c'est mélangé tout ça maintenant. Et ma liste s'appelle la majorité pour l'autre Europe. Il n'arrête pas de vous insulter, Philippe de Villiers. Ça veut dire qu'il y a d'un côté les appareils, les états-majors qui sont décalés par un peuple français, et puis il y a le peuple français. Et je prends rendez-vous avec vous le 12 juin. Monsieur de toute façon, nous aurons forcément rendez-vous pour vous dire, sur des positions différentes. Pour vous dire que nous allons créer la surprise et que l'Europe de la préférence communautaire, l'Europe de la démocratie, l'Europe de la sécurité, c'est ce que veulent les Français, ce que vous appelez vous la peur, c'est une Europe qui ne détruise pas la France, une Europe qui protège la France. C'est ça que veulent les Français. Mais attendez, je réponds là-dessus. Pourquoi ce symptôme paranoïaque ? Nous ne voulons pas que ces peurs existent et donc nous allons les supprimer, mais avec plus d'Europe. Attendez, ne sortez pas votre brassière. Non, attendez. Non, je veux dire que Jeanne d'Arc. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, Kouchner, il est proche du Front National, il a parlé de Jeanne d'Arc dans son discours de mai 92. » C'est vrai, à Orléans. Moi, je dis au gars qui m'a dit ça, je lui dis « Non, c'est pas vrai. On va être obligé de conclure. C'était l'occasion. Attendez, je veux dire que n'agitez pas, Philippe de Villiers, n'agitez pas les épouvantails et cette manière finalement de se méfier des autres. Je pense qu'il faut, à travers une Europe forte, leur tendre la main, construire ensemble avec les 12 pays et puis les 16, d'abord la lutte contre le chômage et ensuite la protection. On n'a pas parlé de la paix, on n'a pas parlé de Sarajevo, c'est de plus d'Europe qu'il nous faut. Nous avons là une position complètement divergente et moi je pense que derrière ce que vous dites, il y a un vrai refus de l'Europe. Vous avez tout à fait le droit de refuser l'Europe. Mais oui, je peux le dire parce que je le pense. Même le rédacteur en chef attendez, vous avez un vrai refus de l'Europe et moi j'ai confiance en l'Europe car c'est la chance de la France. On arrête. Bernard Kouchner. Attendez, on arrête, j'ai même pas fini ma phrase. Mais vous allez conclure. On est obligé de rendre l'antenne. Les programmes le demandent. Donc 1 minute ou 40 secondes de conclusion chacun. Philippe de Villiers. Avec Jamie Goldsmith, Charles de Gaulle, le juge Jean-Pierre, Philippe Martin, nous sommes profondément français et profondément européens, passionnément européens. Simplement, il y a deux manières de construire l'Europe. Il y a l'Europe actuelle, la grande dérive, la passoire, la peau de chagrin, la pagaille, et puis l'autre Europe, c'est-à-dire une Europe forte à l'extérieur, libre à l'intérieur, alors qu'aujourd'hui elle est tatillonne à l'intérieur et faible à l'extérieur. Et avec une double perspective, celle-là, une Europe forte à l'extérieur, libre à l'intérieur, et puis la perspective continentale. C'est-à-dire que le monde dans lequel on est entré, c'est plus le monde de Maastricht, c'est plus le monde de Yalta. C'est un monde nouveau avec des nouvelles menaces, avec des nouveaux espoirs. Et moi, je voudrais dire aux jeunes générations qui nous regardent, n'acceptez jamais qu'on vous donne à choisir entre la France et l'Europe. Comme si la France était une queue de comète et que l'Europe était notre seul avenir. Moi, je dis, il faut l'Europe. Forte à l'extérieur, libre à l'intérieur. Et pour avoir l'Europe, il faut la France, parce qu'il ne faut pas éteindre dans le cœur des jeunes générations, dans leur âme, ce qui plus tard donne Shakespeare, Cervantes, Goethe ou Molière, c'est-à-dire les créateurs de demain. La France est un grand pays créateur. Ne mutilons pas nos racines. Il faut une Europe qui soit l'Europe de nos cultures, de nos nations, de nos souverainetés. N'abdiquons jamais la souveraineté, Bernard Kouchner. N'abdiquons jamais la souveraineté. Bernard Kouchner, conclusion, sans interruption. Il n'est pas question d'abdiquer la souveraineté. Il n'en est pas question. Il est au contraire question de la renforcer et de l'adapter face aux périls du monde. Je suis comme vous attentif à ce que la Genève croit et pense, à ce qu'elle rêve aussi. Et le rêve, pour la France, pour renforcer la France, la chance de la France, c'est à mon avis l'Europe bien conçue, ouverte, généreuse, pas laisser faire, pas passoire, comme vous le dites, pas du tout. Au contraire. Nous allons renforcer ces cultures. Vous n'avez pas parlé des religions qui sont différentes. Ça aussi, il faut les mettre ensemble. C'est très difficile de construire. Ça n'a jamais été fait, c'est une aventure formidable. Attendez, pas l'année l'autre. Non, là, vous ne pouvez pas m'interrompre sur cette belle-là. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que, eh bien, il nous fait le coup de l'abbé Kouchner. Parce que je pense que l'Europe, en effet, c'est à la fois la compassion et les droits de l'homme. À la fois ses racines religieuses et cette volonté politique qui s'enracine dans les Lumières. Vous pensez, en effet, que la culture est importante? Oui, mais on ne sait pas encore, et nous allons le faire, construire une démocratie à 350 millions. Ça veut dire qu'elle combattra le chômage plus facilement, nous en avons besoin, qu'elle se défendra plus facilement au nom des droits de l'homme. Nous allons construire ce droit d'ingérence qui est la prévention des guerres, avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est l'Europe, notre pays, est trop petit à l'échelle du monde, face aux périls, face à la démographie dont nous n'avons pas parlé. Face à tout ça, il nous faut de l'Europe. Ça ne perd pas la France, ça lui donne du sel et nous en donnons à l'Europe. Ça veut dire, la différence, je crois, entre nous, c'est que je veux remettre la France en marche, vous pensez devoir la replier.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Messieurs, vous aurez l'occasion de reprendre. Mais non. Allez, messieurs. Elle a les mains libres. Il lui faut aussi messieurs. un cœur libre. Vous avez aussi autant de fougue que des joueurs de tennis à Roland-Garros. On arrête le match. On arrête. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. Eh bien, évidemment, et vous êtes là pour ça et pour le montrer. Vous aurez l'occasion de le refaire, évidemment, dans nos studios le 12 juin, à l'occasion du scrutin et des résultats de cette élection européenne. Merci. Il y a le 9 juin, non, Et il y a le 9 juin, un autre débat sur France 2. Envoyé spécial. On voit que lui, avec M. Rokis et M. Baudard. Allez, bon, ça c'est un autre débat qui commence. Vous ne vouliez pas que je fasse l'astuce sur les noms, ni sur Goldschmidt, ni sur les Français, ni sur Charles de Gaulle. Je non, messieurs, ne m'obligez pas à être discourtois. Envoyé spécial, tout à l'heure, vous offrira son histoire du débarquement. Arrêtez. Du débarquement dans quelques instants, avec un portrait émouvant de vétérans qui reviennent en Normandie pour la première fois. Il y aura aussi dans le magazine de la rédaction présenté par Paul Naon et Bernard Benyamin un reportage de Pierre Bonde sur la fuite des citadins stressés qui sont de plus en plus nombreux à quitter leur ville. Pour la campagne, le dernier journal vous sera présenté à minuit 40 par Philippe Lefebvre avant le cercle de Michel Field. Sophie Davant vous annoncera dans un instant un front gris et pluvieux demain dans toute la France, à l'exception du sud-est. À demain 20h. Bonsoir, après le journal présenté à 13h par Daniel Bilalian. Bonsoir messieurs et merci. Au revoir. Merci.